Certains combats ne sont pas de simples confrontations sportives, ce sont des séismes. Des instants où l'histoire bascule, où tout ce qu'on croyait acquis s'effondre en quelques secondes. Ce soir-là, à Madison Square Garden, le monde des arts martiaux allait changer pour toujours, et personne dans cette salle ne le savait encore. Abonnez-vous dès maintenant et laissez un commentaire, vos réactions comptent vraiment. Nous sommes en 1967, l'Amérique est en pleine fièvre du karaté. Ce qui n'était qu'une discipline orientale confidentielle quelques années plus tôt, s'est imposé dans le paysage culturel américain avec une force irrésistible. L'armée en a ramené les techniques, Hollywood en a fait un symbole de puissance, et les foules ont afflué, non pas pour la philosophie mais pour le spectacle du combat. Les tournois sont devenus de véritables champs de bataille où les meilleurs s'affrontent, construisent leur réputation coup par coup et repoussent les limites de ce qu'un corps humain peut accomplir. Le karaté américain n'est plus le miroir de ses racines orientales. Il est devenu quelque chose d'unique, de brutal, d'américain. Et c'est dans cet environnement en ébullition que deux hommes sont entrés en collision. D'un côté, Joe Louis, 6 pieds de muscles, ancien marine, visage taillé dans le granit et regard qui ne recule devant rien. Lewis n'avait pas seulement dominé les tournois américains, il les avait dévorés. Champion national dès 1966, vainqueur de titres régionaux en série, invaincu, redouté, adulé. Il avait commencé à s'entraîner en Okinawa sous des maîtres de Shan Ryu pendant son service militaire. Mais ce qui l'avait distingué des traditionalistes, c'était son refus de rester enfermé dans des formes figées. Lewis voulait combattre, vraiment combattre. Il avait adapté le karaté à sa propre nature, rapide, direct, dévastateur. Ses combinaisons d'assaut foudroyants et de frappes basses désarçonnaient des adversaires qui n'avaient pas le temps de réfléchir. Il pesait 195 livres de muscles mais se déplaçait comme un poids moyen et frappait comme un poids lourd. Sa seule présence changeait l'atmosphère d'un tournoi. Les autres combattants le regardaient différemment, pas avec curiosité, avec crainte. Joe Louis était plus qu'un champion, il était un phénomène culturel. Il accordait des interviews, prédisait ses résultats, affichait une confiance sans fissure. Les étudiants l'imitaient, les écoles s'inspiraient de son style. Et en 1967, alors qu'il entrait dans Madison Square Garden pour le All-American Karate Championship organisé par le grand maître S. Henry Shaw, personne ne s'attendait à ce qu'il perde. L'événement était historique, rien qu'en termes de lieu. Madison Square Garden n'avait jamais accueilli le karaté. Des centaines de combattants venus de tout le pays, des milliers de spectateurs dans les tribunes et l'électricité dans l'air d'une soirée qui allait compter. De l'autre côté du tatami, Chuck Norris. À cette époque, personne ne le connaissait encore comme l'icône qu'il deviendrait. Ce qu'il était, en revanche, c'était un technicien redoutable que tout le monde sous-estimait, et qui misait précisément sur cette erreur. Son parcours avait commencé en Corée du Sud, où il était stationné dans l'US Air Force. C'est là qu'il avait découvert le Tang Soo Do, une discipline coréenne aux frappes puissantes et à la rigueur implacable. Il s'y était plongé corps et âme, obtenant des ceintures noires dans plusieurs styles, dont le Shitoryu et le Taekwondo. Mais contrairement à Lewis, Norris ne bâtissait pas son jeu sur la puissance physique. Son arme, c'était la précision, le timing, la capacité à lire un adversaire en temps réel et à répondre avec une efficacité chirurgicale. Norris n'était pas flamboyant, il ne fanfaronnait pas, ne cherchait pas les projecteurs. Il travaillait, il étudiait des heures de foutage de ses adversaires, identifiait leurs habitudes, leurs angles, leurs lacunes et s'entraînait spécifiquement à les exploiter. Certaines techniques, il les répétait des milliers de fois jusqu'à les inscrire dans ses réflexes les plus profonds. Ses victoires en tournoi s'accumulaient discrètement. Le Karaté Tournament of Champions en 1967, où il avait battu 7 combattants en une seule journée, en était le meilleur exemple. Pendant ce temps, il développait également ses écoles de karaté en Californie, dont la réputation attirerait bientôt des célébrités comme Steve McQueen, Bob Barker ou Donnie et Marie Osmond. Mais tout cela était secondaire. Ce soir de juin 1967, il n'avait qu'un seul objectif, Joe Louis. Il l'avait étudié. Chaque assaut, chaque combinaison, chaque micro-décision tactique. Il avait identifié les ouvertures que la fougue de Lewis créait, les fractions de seconde entre deux frappes où un contre précis pouvait faire la différence. Norris
avait un plan, et il avait la discipline pour l'exécuter jusqu'au bout. Le tournoi se déroulait en élimination directe. Les points se marquaient par des frappes nettes et contrôlées, jugées par un panel. Pas de mise à terre, pas de knock-out, mais une exigence absolue de précision, de maîtrise et de lecture du rythme adverse. Lewis avait traversé sa partie de tableau comme prévu, submergeant ses adversaires avec son style offensif habituel. Mais quelque chose avait changé, ses victoires avaient demandé plus d'efforts. Les combattants commençaient à ajuster leur stratégie face à lui. L'invulnérabilité s'érodait, imperceptiblement. Norris, de son côté, avançait avec une économie de moyens redoutable. Aucun geste inutile, aucune dépense d'énergie superflue, chaque frappe comptant. La finale était inévitable. Chuck Norris contre Joe Louis. Deux écoles de pensée face à face. La puissance contre la stratégie. L'instinct contre l'intelligence tactique. L'ancien champion contre celui qui voulait tout lui prendre. Les juges ont pris position. Le silence est tombé. Et la cloche a sonné. Lewis a chargé dès les premiers instants, fidèle à lui-même, cherchant à imposer son tempo immédiatement. Norris ne s'est pas dérobé. Il a esquivé latéralement et a déclenché un ridge hand propre qui a touché Lewis en plein élan. Premier point pour Norris. Le ton était donné. Norris ne reculait pas. Il se déplaçait, pivotait, coupait les angles et surtout, il n'attendait pas que Lewis attaque pour répondre. Il anticipait. Il interrompait les combinaisons adverses avec ses propres frappes, arrivant une fraction de seconde plus tôt à chaque fois. Le timing n'était pas une qualité parmi d'autres chez Norris, c'était son arme principale. Lewis a commencé à forcer davantage, frustré par les esquives répétées et les contres incessants. Quand il touchait, c'était avec une puissance qui aurait renversé la plupart des adversaires. Norris tenait. En retour, il développait un arsenal de frappes inédites, combinant roundhouse de jambes avant et backfist dans des enchaînements que les juges peinaient à suivre. Les échanges sont devenus de plus en plus intenses. Plus les minutes passaient, plus le combat ressemblait à ce que ce mot désigne vraiment. Pas une démonstration, pas une compétition par points aseptisés, un vrai affrontement à la limite du contrôle où chaque homme poussait l'autre vers ses propres limites. L'échange final a été décisif. Lewis a chargé une dernière fois, cherchant à déstabiliser Norris par la force brute. Norris apparaît, pivotant à l'intérieur avec une fluidité troublante et a enchaîné un direct foudroyant suivi d'un hook kick contrôlé, s'arrêtant juste avant le plein contact mais suffisamment net pour que les juges lèvent le flag. La cloche, le micro et l'annonce qui a fait basculer le monde du karaté américain, Chuck Norris, vainqueur. La salle a retenu son souffle puis explosé. Personne n'avait vu ça venir. Ou presque. Lewis, l'invaincu, le colosse, le symbole d'une époque, avait été battu. Non par un adversaire plus fort, par un adversaire plus intelligent, Norris n'avait pas cherché à l'écraser. Il avait cherché à le comprendre et il y avait réussi mieux que quiconque. Les retombées ont été immédiates et profondes. Le lendemain matin, les écoles de karaté de tout le pays avaient une nouvelle référence à analyser. Pendant des années, l'équation était simple. La puissance gagne. Lewis en était la preuve vivante. Norris venait d'effacer cette certitude. Sa victoire a déclenché une révolution pédagogique. Les instructeurs ont repensé leur curriculum. Les sparring ont intégré la mobilité latérale, la lecture du rythme adverse, les contre-attaques planifiées. Ce n'était plus seulement une question de muscles ou de vitesse, c'était une question d'intelligence du combat. L'impact psychologique a été tout aussi considérable. Joe Louis incarnait l'invincibilité. En le battant, Norris avait brisé ce mythe et libéré toute une génération de combattants de la croyance que la force brute était le seul chemin vers la victoire. La précision, l'efficacité, le déplacement, ces qualités prenaient soudain une dimension nouvelle. Elles pouvaient détrôner un champion. La preuve en avait été faite en public, sous les lumières de la plus grande salle de spectacle du pays. Lewis, lui, n'a pas disparu. Au contraire, cette défaite l'a transformé. Il a reconfiguré son approche, évolué vers le karaté plein contact et le kickboxing, dont il est devenu l'un des pères fondateurs. Karate Illustrated l'a désigné meilleur karatéka de tous les temps en 1983. La rivalité avec Norris l'avait aiguisé, forcé à grandir, à dépasser ses propres schémas. Ces deux hommes, en se confrontant, avaient tiré l'un et l'autre vers quelque chose de plus grand. La trajectoire de Norris, elle, est connue. Les écoles de karaté en expansion, les connexions hollywoodiennes, notamment avec Steve McQueen, formées par ses soins,
et une transition vers le cinéma qui allait faire du karaté un phénomène de culture populaire tout au long des années 1970 et 1980. Mais avant tout cela, il y avait eu cette nuit de juin 1967. Ce tatami, cette cloche, ce point décisif, ce combat reste une référence absolue dans les cercles martiaux. Pas seulement pour son résultat, mais pour ce qu'il a dit sur la nature même du combat, que la préparation bat l'improvisation, que la stratégie neutralise la puissance et qu'un homme calme et méthodique peut déjouer les pronostics dans la plus grande arène du monde. Plus de 50 ans ont passé. Les leçons de cette nuit-là résonnent encore dans chaque dojo, chaque séance de sparring, chaque coach qui dit à ses élèves d'étudier leur adversaire avant de lever le poing. Si cette histoire vous a captivé, partagez cette vidéo autour de vous. Elle mérite d'être vue par tous ceux qui s'intéressent aux arts martiaux, à l'histoire du sport, ou simplement aux hommes qui ont changé le cours des choses. Laissez un commentaire pour nous dire ce qui vous a le plus marqué dans ce duel légendaire et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos récits à venir. Chaque semaine, nous plongeons au cœur des confrontations, des destins et des moments qui ont fait basculer l'histoire.